Merci d'écouter RFM, il est midi. Voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, Khalifa Sall et son temps d'antenne dans les médias publics pour la campagne électorale pour les législatives. Équation juridique. Le ministre de la Justice sur le sujet, vous entendrez Sidiki Kaba. La pénurie d'eau qui touche plusieurs communes du Sénégal à Dias. Les habitants n'en peuvent plus. Il y a aussi coupure d'électricité. Reportage à suivre. Reportage également à Touba au lendemain de l'interdiction du khalife général des Mourides. Pas question d'affichage lors de la prochaine campagne électorale pour les législatives. Nous serons en ligne avec Mohamed Diop, notre correspondant. Le grand journal, l'actualité internationale, les titres Sornona Tambaye. La révolution est en marche au Burkina Faso et rien ne pourra l'arrêter. C'est une déclaration du leader du ballet citoyen. Le mouvement de jeunes prépare également une vaste campagne pour un renouvellement de la classe politique. Au Mali, le Conseil de sécurité des Nations Unies a accordé un nouveau mandat d'1 an aux casques bleus. Ces derniers ont toujours pour mission d'œuvrer pour l'application de l'accord de paix, mais ils devront également appuyer la force du G5 Sahel. À suivre aussi le journal des sports de Cher Tidiane Gagne. Et nous parlons lutte essentiellement Babacar avec le drapeau du chef de l'État, les compétitions qui démarrent cet après-midi à Tambacounda. Aujourd'hui, nous vous présentons la région de Fatick qui a remporté à 4 reprises et de manière successive cette compétition. Nous allons aussi parler de cette polémique autour de la tenue du combat Bombardier Moussen, la version du CNG de lutte dans ce journal. À la fin de cette édition, le journal du salon, le salon de l'immobilier qui se tient sur la place de l'Indépendance à Dakar. Deuxième jour aujourd'hui. Bienvenue. Babacar Fall. Bonjour à tous. C'est une grosse équation. Comment Khalifa Sall pourra-t-il bénéficier de son temps d'antenne sur la RTS, la télévision publique, lors de la campagne électorale pour les législatives? Le maire de Dakar, tête de liste de la coalition Manko Tarao Sénégal, est en prison depuis quelques mois dans le cadre de l'affaire du présumé détournement de deniers publics sur la caisse d'avance de la mairie. Khalifa Sall veut son temps d'antenne. Imprévenu, peut-il en bénéficier? La question au ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui déclare que c'est pas à lui de décider. Monsieur le ministre, loi bi lan la wax par exemple ci Khalifa Sall moom mi ngi prison te rabasté. loolu waxoon naa leen ko bàyyi leen tribunaux yi ñu def seen liggéey justice bi mu ngi def liggéeyam te war nañu am confiance ci suñu justice. Voilà. Sidiki Kaba en wolof. Et il se prononçait en marge de la cérémonie d'ouverture ce matin d'une rencontre à Dakar sur la déontologie des magistrats. Khalifa Sall est un présumé innocent, donc il doit bénéficier de ses droits en la matière. C'est ce que nous dit le spécialiste en droit pénal, le professeur Ndiak Fall. Monsieur Khalifa Sall, bénéficiant de la présomption d'innocence, il bénéficie du droit de vote et il est éligible, c'est-à-dire s'il y a succès de sa liste, il va être député. Ceci étant maintenant au niveau de cette campagne électorale, évidemment les textes sont muets. Aucun texte ne donne une précision sur cette question. À mon avis, il faut saisir le juge d'instruction et ce serait à lui d'autoriser ou de ne pas autoriser cette présence, disons, cette diffusion éventuelle de quelques propos de M. Khalifa Sall à propos de cette campagne électorale. Ceci étant également, je donne quelques précisions à titre comparatif. Même si les textes sont muets au Sénégal, il y a des pays africains dans lesquels les détenus, c'est-à-dire ceux qui sont en détention provisoire et qui donc ne sont pas privés de leurs droits civiques, civils et de famille, votent. Je donne à titre d'exemple le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine. Et dans ces pays, donc, les détenus votent. Sur ce plan précis, je crains que la loi sénégalaise ne soit quelque peu en retard. Comme le juge est le maître d'œuvre de cette procédure, parce que c'est lui qui peut actuellement donner cette autorisation, il faudrait, à mon avis, que les personnes intéressées interpellent le juge sur cette question. Le professeur Ndiak Fall était interrogé par Barthélémy Ngom. Lendemain de la fatwa, on peut le dire comme ça, du khalife général des Mourides interdisant les affiches de campagne pour les législatives à Touba. Sur place, les habitants
Ils sont en phase avec le guide religieux. Certains se proposent même de faire respecter la mesure. La correspondance de Mohamed Jodiop. Tous nos interlocuteurs approuvent totalement la décision du Khalife général des Mourites, interdisant les affiches de campagne pour les élections législatives à venir. Un petit tour au quartier Touba 28 pour nous en rendre compte. Ah oui, ça c'est vrai. Je suis totalement en phase avec lui. Nous devons l'aider dans sa mission, c'est mon avis. Ce jeune est plus radical. Il invite les habitants de la ville sainte de Touba à déchirer toutes les affiches de campagne de candidats ou de coalition sur les murs. Habitants de Touba, nous devons être en première ligne de ce combat contre les affiches et contre la campagne politique au niveau de Touba. Nous devons enlever toutes les photos et affiches de campagne que les candidats ou coalitions mettront sur les murs. Allez voter le jour des élections, mais tout le reste c'est des futilités. Non, à Touba, Moussa est totalement en phase avec le Khalife, mais pourquoi pas Mbacké comme alternative pour les hommes politiques? Touba est différente des autres villes. Nous devons aider le Khalife dans sa mission. Pourquoi pas Mbacké? C'est une ville que les politiques peuvent utiliser pour leurs affiches et pour leur campagne également. Les populations de Touba adhèrent totalement au message du Khalife. Elles invitent les politiques à s'y conformer sous peine de représailles. Mohamed Jodiop, Touba RFM. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h13, c'est l'un des titres de ce grand journal. Cette pénurie d'eau constatée dans plusieurs localités, dans plusieurs communes du Sénégal. Dias n'échappe pas à cette difficulté là-bas. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des coupures d'électricité et c'est le ras-le-bol pour les habitants. Reportage d'Abdourahmane Diallo. Nous sommes dans une maison au quartier garage de la commune de Dias. Ici, depuis des jours, les robinets ne servent pas d'eau. Depuis 3 jours, on n'a pas d'eau. D'habitude, ce sont des usines qui distribuent de l'eau grâce à leurs citernes. Nos robinets ne fonctionnent pas et ne voient pas de citernes. C'est dur. Une situation difficile aussi pour les ouvriers, en particulier les maçons. Ce chef de chantier confirme. Le chantier n'a pas d'eau. Je suis obligé d'acheter et ça me coûte au minimum 6 000 francs. Hier, j'ai pas travaillé et je ne veux pas rester aujourd'hui aussi sans travailler. Il y a d'autres chantiers qui nous attendent, donc on n'a pas le temps à perdre. L'électricité aussi, un problème à Dias, les populations vivent avec des coupures intempestives. Cette dame dénonce. On n'a pas d'électricité, on vit dans le noir. D'ailleurs, personne n'ose sortir la nuit, surtout avec cette période d'hivernage. On est resté 2 jours, 24 heures sur 24, sans électricité. Ces populations de Dias se désolent du fait qu'il n'y a aucun responsable en charge de l'eau ou de l'électricité disponible pour leur fournir des informations sur les désagréments notés ces derniers jours dans leur localité. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Va-t-on vers un dénouement dans le conflit qui oppose la société Sénékindia et les habitants de Diokoul dans le département de Kébémer? Aujourd'hui, la société agricole procède d'ailleurs au démantèlement de la clôture du site objet du litige. Il y avait eu des violences, des arrestations, souvenez-vous, c'était il y a 2 semaines. Les 2 parties semblent faire la paix. La médiation du gouverneur de Louga est passée par là. Alousseinou Diagne. Du nouveau dans le conflit foncier entre la société Sénékindia et les populations de Diokoul-Dioré. La société agricole procède ce matin au démantèlement de la clôture sur le site qui lui est affecté pourtant par la mairie depuis juin 2016. Après les violents affrontements entre les gendarmes et le collectif pour la défense des terres de Diokoul, suivi d'arrestations d'une vingtaine de manifestants, c'est maintenant un vent de décrispation qui souffle sur cette affaire. Toutes les personnes d'ailleurs qui étaient en garde à vue ou déférées au parquet de Louga ont passé la Korité en famille. Présentement, c'est un autre pas important qui vient d'être franchi, un pas vers le règlement du différend. Ce vendredi, Sénékindia arrête momentanément ses travaux, nous dit une source proche du dossier. Mieux, selon le responsable local de Sénékindia, en déplacement à Dakar, que nous avons joint par téléphone, les ouvriers vont enlever entièrement les grillages et les piquets posés suite à la médiation du gouverneur de la région de Louga, explique Madio Duning. Pour Mamadou Lo, le coordinateur du collectif pour la défense des terres de Diokoul, c'est une mesure importante, certes, que nous saluons, mais nous resterons vigilants et déterminés pour conserver nos terres. Et Madio Duning d'ajouter que les 80 ouvriers recrutés seront redéployés dans d'autres secteurs pour conserver
leurs emplois. Loga, Al-Ousseinou Diagne, RFM. Alors que la saison des pluies s'installe, des paysans de la région de Kaolack, ils ont déjà le sourire. 100 millions de francs CFA distribués à 12 associations et 24 projets individuels, de l'argent du gouvernement canadien pour acheter du matériel agricole. Ibrahima Diamé. Les paysans producteurs d'arachide, membres des organismes affiliés au cadre national de concertation des ruraux, se frottent les mains. Ils ont bénéficié de financement du programme canadien dénommé LSGTS. Amidou Diop est le président du CCPA, cadre de coopération des producteurs d'arachide. Il s'agit dans un premier temps donc de renforcer leur capacité, de les accompagner aussi par des financements pour qu'à la longue qu'ils remboursent et que d'autres puissent en bénéficier. Parce que nous avons constaté que dans l'exploitation familiale, les manquements peuvent être extrêmement nombreux. Il se ferait que le producteur ou la productrice ait des difficultés pour acheter donc du matériel. Ahmad Ndao est venu du département de Malé-Modar, dans la région de Kaffrine. Il a reçu un financement de 400 000 francs CFA qui vient révolutionner ses activités agricoles en le renforçant en moyens. Le somme là nous permet d'acheter. Quand vous êtes là, vous n'avez pas un animal de traction, c'est obligé que vous achetez une cheval ou un âne. Parce que aussi, l'âne, c'est un animal, mais il est un peu lent, quoi. Parce que aussi, quand on achète un cheval, il fait une motivation au niveau des membres de la famille. Ça motive aussi les enfants pour mieux faire l'activité de l'agriculture. Aussi, quand il y aura une semoire ou une usine, tu ne restes pas à attendre quelqu'un qui descende pour prendre son matériel pour faire ce que tu voulais. Mais tu vas quitter comme lui. Au total, 24 paysans producteurs de graines d'arachide individuels ainsi que 12 groupements de paysans regroupant aussi bien des producteurs que des transformateurs ont reçu leur soutien en présence du gouverneur de la région de Kaolack. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Un début de saison de pluie très meurtrier dans le nord du Sénégal, dans la région de Matam, après la mort de 6 personnes, après l'effondrement d'habitations dans la commune de Oudalaye. Cette affaire a révélé les difficiles conditions de vie des habitants de cette commune, couverture sanitaire quasi inexistante dans le Ferlo d'ailleurs. Une seule ambulance pour les 3 postes de santé distants de plus de 50 km. L'évacuation des malades pose problème du fait de l'état des routes. L'infirmier chef de poste, déjà lui, il habite dans un bâtiment qui menace ruine. Ali Bandelnyang. C'est un véritable calvaire des populations du Ferlo en cette période d'hivernage. Au moment où les populations subissent les conséquences des dégâts des fortes pluies, la couverture sanitaire est presque inexistante dans cette zone. Dans la zone sylvopastorale du Ferlo, il n'y a qu'une seule et unique ambulance pour couvrir 3 postes de santé. Des postes de santé distants plus de 50 km. Sambaba est l'ICP, l'infirmier chef de poste de Oudalaye. Pour vous dire vrai, le poste de santé même est malade parce que nous n'avons pas d'ambulance ni de moto. Moi-même qui vous parle, pour que j'aille aux réunions de coordination ou bien au séminaire, il faut des fois que j'attends les camions qui amènent des marchandises ou bien des ciments. Ils m'amènent jusqu'à Travo Ndendoudi, encore j'attends là-bas une autre voiture pour partir jusqu'à Ranérou. Pour évacuer d'ici Rousseau seulement, il faut faire 3 heures de temps. Donc si c'est une urgence, vous pouvez perdre votre malade en cours. Pour les évacuer lors des difficultés d'accouchement là, c'est tout un problème. Il y a une seule ambulance pour les 3 postes de santé, Namari, Salalato et Oudalaye. Et les postes sont distants. D'ici Salalato, c'est 50 km. C'est une seule ambulance qui fait la navette des 3 postes de santé. Des fois, quand elle évacue, il y a une autre urgence, il faut attendre qu'il revienne. Des fois, il part à Ourossogui, la voiture tombe là-bas, panne. Donc, quoi faire? Vraiment, nous sollicitons des aides, que ce soit côté infrastructure, route, que ce soit côté mobile, sollicitons des aides. Parce que les bâtiments ne sont pas adéquats. Nous-mêmes, nos logements, quand il pleut, les logements sont remplis de nos documents, nos diplômes, tous sont mouillés et on n'y peut rien. Le sort des femmes enceintes est d'autant plus compliqué que les sages-femmes itinérantes ne peuvent plus accéder à la zone. Conséquence, les accouchements à domicile sont presque devenus aujourd'hui la règle dans le Ferlo. Matam, Ali Bandelnian, RFM. La problématique des fêtes religieuses au Sénégal, souvent célébrées dans la division, l'exemple de la dernière Korité, la fin du mois de Ramadan. Ahmed Khalifa Niasse récuse, lui, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, sans importance selon lui. Le marabout et homme politique indique que le musulman n'a qu'une seule référence pour rompre le jeûne, par exemple, la Mecque. Et il dit se fonder sur le Coran. Ahmed Khalifa Niasse, l'invité d'RFM Matin aujourd'hui, morceau choisi par Georges Détier Diop. Il est catégorique, Ahmed Khalifa Niasse. Pour les fêtes religieuses, tous les musulmans de tous les pays, le Sénégal compris, doivent se fonder sur la Mecque. C'est une anomalie que
de prier à une date différente de celle de la Mecque. La Mecque étant la référence. Le Coran dit que la raison pour scruter le ciel, pour le croissant, il dit c'est pour que vous sachiez quelle est la date du Hajj, c'est-à-dire le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat n'est pas désigné par une confrérie au Sénégal. Or, la vision du croissant, il est lié. Le verset lie les deux faits. C'est pas mon interprétation, c'est ce que dit le Coran. Donc, à partir du moment où vous êtes en désaccord avec la Mecque pour la Corée, mais vous allez être d'accord avec la Mecque pour la Arafat. Plus clairement, sur quoi devons-nous nous fonder donc pour célébrer la Korité ou bien la Tabaski? Sur la Mecque. La Mecque est notre seule et unique source depuis 1500 ans. Nous devons respecter cela. Une question alors. Quelle structure pour réguler? Aucune, selon Ahmed Khalifa Niasse. Rien du tout. Regardez la télé ou regardez sur son téléphone. Simplement. Et pourtant, au Sénégal, il existe une commission en charge de l'observation du croissant lunaire. Mais Ahmed Khalifa Niasse ne veut pas en entendre parler. C'est du folklore. Il n'y a pas de commission. La commission peut faire quoi? C'est que si les gens ils veulent se taper quelque chose, ils disent je suis président de commission, président de daïra, chef de quartier, président de je ne sais pas quoi. C'est plus du tape à l'œil qu'autre chose. Ces gens-là n'ont rien à voir avec la lune. Et pourtant, les familles religieuses, ils sont représentés. Mais on a vu que les familles religieuses sont passées outre plus d'une fois. Même les familles religieuses, c'est une aberration. Il ne peut pas y avoir de famille religieuse pour gérer la religion. La religion ne peut pas être une chose familiale dont on hérite, même si je suis concerné. Mais il y a une réforme à faire. Ça continue alors d'alimenter les discussions. La lune. Et ce n'est pas demain la fin du débat. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Sorno Natambaï. Bonjour. Bonjour Babacar. Qui a dit ça? Rien ne pourra arrêter la dynamique de révolution au Burkina Faso. C'est le leader du ballet citoyen, le mouvement de jeunes burkinabés, Serge Bambara, plus connu sous le nom de Smokey, est à Nouakchott dans le cadre de la 10e édition du festival Assalamu alaikum Hip Hop. Nous l'écoutons avec notre correspondant Mohamed Diop. Celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Ça, c'est d'abord la première chose que je peux dire là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à l'héritage et la suite de cette insurrection et de cette révolution. Pourquoi je n'ai pas d'inquiétude? Parce que la première chose qui a changé, c'est d'abord l'esprit des citoyens burkinabés. Aujourd'hui, les citoyens burkinabés, au-delà d'être conscients du fait que la lutte libère, ont aussi des preuves que cette lutte-là peut libérer. Donc, il y a eu une insurrection au niveau de la mentalité des citoyens qui font qu'aujourd'hui même, le gouvernement a du mal à gouverner parce qu'il y a beaucoup d'actes d'incivisme. C'est très difficile de canaliser cette dynamique de la population. Donc, dans un certain sens, c'est vrai qu'il faudrait arriver à restaurer l'autorité d'État, éliminer l'incivisme, mais dans un autre sens, je crois que ça va être difficile pour un pouvoir de séquestrer cette dynamique-là insurrectionnelle qui a eu lieu le 30 et 31 octobre. Smokey estime par ailleurs que Blaise Compaoré doit être jugé, mort ou vivant. Le ballet citoyen est aussi en train de s'organiser sur l'ensemble du territoire burkinabé pour mener de nombreux débats et échanges pour le renouvellement de la classe politique afin d'éviter le retour de ceux qu'il appelle les anciens crocodiles, c'est-à-dire les responsables du régime de Compaoré. Après le Burkina Faso, le Mali avec un nouveau mandat, ce nouveau mandat pour la MINUSMA. Une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les casques bleus ont toujours pour mission la mise en œuvre des accords de paix, mais ils devront aussi appuyer la nouvelle force antiterroriste du G5 Sahel. Les détails avec Barthélémy Ngom. Ce sont là les deux nouveautés d'un mandat qui reste quasiment identique à celui de l'année dernière. La mission de l'ONU au Mali garde donc une priorité stratégique sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015, mais devra aussi, sur recommandation du secrétaire général, appuyer le redéploiement des forces de sécurité maliennes sur l'ensemble du territoire pour réinstaurer l'autorité de l'État. Le nouveau mandat de la MINUSMA va donc renforcer la coopération entre les casques bleus, l'opération Barkhane et la force antiterroriste du G5 Sahel qui doit être officiellement lancée dimanche prochain à Bamako. L'ambassadeur de la France au Mali, François Delattre, cité par RFI, déclare que ce texte s'inscrit dans l'esprit du nouveau partenariat entre les Nations Unies, les pays africains et les organisations régionales africaines sur les questions de paix et sécurité. En revanche, en Côte d'Ivoire, fin de mission pour les casques bleus. L'ONU, opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a duré 13 années. D'après le Conseil de sécurité, le pays est résolument engagé dans la voie de la paix durable, de la stabilité et de la prospérité économique. La décision avait été prise en 2016. Le coût de l'opération de maintien de la paix s'élevait en moyenne à $600 000 par an, soit près de 345 millions de francs CFA. Le président Alassane Ouattara, qui a salué le
rôle de l'ONUCI a demandé une décoration pour la responsable Aïchatou Mindaoudou. Le Togo, les réformes politiques, blocage. La commission technique chargée des réformes institutionnelles et constitutionnelles n'a pas encore rendu ses conclusions. Le pouvoir a accepté l'option du scrutin à 2 tours et le principe de la limitation du nombre de mandats à 2, à condition toutefois de remettre les compteurs à 0, ce qui signifie que Faure Gnassingbé pourrait avoir encore 2 autres mandats. L'opposition rejette bien évidemment cette proposition. Décès en France pour terminer aujourd'hui de Simone Veil. Si des femmes peuvent aujourd'hui en France interrompre volontairement une grossesse, elles le lui doivent. Alors, ministre, elle a engagé la bataille pour la légalisation de l'IVG en 1975. Elle était ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac, qui était premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Simone Veil est décédée à l'âge de 90 ans. Sornon Natambaye, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Parole aux auditeurs, ce sera pour lundi, merci. Les sports. RFM Sport. Journal des sports présenté par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Babacar. D'abord la lutte traditionnelle, le drapeau du chef de l'État, Fatick seul contre tous. Ce sera à partir de cet après-midi le début de ce tournoi. La région de Fatick qui a remporté 4 fois de suite le tournoi fera face à une opposition, nous dit notre reporter ou alors notre correspondant dans la capitale du Sénégal oriental, Moussa Omar Gueye. Pendant 4 ans, successivement, l'équipe de Fatick est sacrée championne du tournoi doté du drapeau du chef de l'État. Cela s'est passé respectivement à Thiès, Diourbel, Fatick et Kaffrine. Et pour la présente édition à Tambacounda, le directeur technique régional de Fatick, Babacar Diouf, n'a qu'un seul objectif, maintenir le flambeau. L'objectif, c'est toujours de maintenir le drapeau à notre compte. On sait que ce sera très difficile parce que toutes les régions du Sénégal ont un point de mire, la région de Fatick. Ils veulent tout faire pour détrôner notre région. Mais on verra ce que l'avenir présagera. Parmi les 5 lutteurs de la région de Fatick, il y a au moins 3 internationaux. Il est nommé 15, c'est Amadou Dia. Pour les 76 kilos, nous avons Omar Diouane. Pour les 86 kilos, Cheikh Tidiane Niang, vainqueur de l'académie. Pour les 100 kilos, nous avons le lutteur Mamadou Faye, ordinateur. Et pour les 120 kilos, nous avons le lutteur Fodessar. À Tambacounda, les organisateurs et membres du CNG ont procédé ce matin au tirage au sort. Le coup d'envoi des compétitions est prévu à 16h au stade régional. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, à Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye, avant donc ce tirage au sort, il y a eu la traditionnelle séance de pesage et de visite médicale. C'était sous les yeux de notre envoyé spécial Malal Junior Diagne. Ils ont tous été déclarés aptes par le médecin du CNG après la visite médicale avant l'entame de la compétition du drapeau du chef de l'État. Ils étaient 70 ce matin à être auscultés par le docteur Abdoulaye Diagne, membre de la commission médicale du CNG. On a vu que donc ce matin, les coachs n'ont pas bien compris. Alors ils demandaient aux lutteurs de manger, les autres demandaient aux lutteurs d'aller s'entraîner. Alors que si vous mangez le matin et que vous vous entraînez, la tension peut augmenter comme le pouls peut augmenter. Alors là, on a eu donc des problèmes là-dessus. On les a demandé de se reposer un peu pour encore vérifier. Une visite médicale qui s'est passée non sans difficulté, nous dit le docteur Abdoulaye Diagne. Il y en avait donc quelques-uns qui étaient à 120, 130 battements par minute parce qu'ils étaient stressés. D'autres qui étaient à 16 de tension. On les a mis au repos, on les a réexaminés et ils sont revenus un peu à la normale, 14. Ensuite, 92 battements, c'était tolérable. Après cette traditionnelle visite médicale, les lutteurs ont également sacrifié à la traditionnelle cérémonie de pesage. Un autre palier à franchir avant de participer à la compétition. Abdou Badji est le directeur technique national du CNG. Je pense que cette année on n'aura pas trop de problèmes parce que tout le monde a été avisé à temps quant à toute disposition arrêtée. Comme on a avisé depuis l'année dernière qu'il n'y aurait pas de tolérance, on ne peut pas tolérer 1 gramme même de plus. Donc en principe les gens doivent avec le repas normal. Pour cette édition 2017 du drapeau du chef de l'État, les compétitions par équipe vont opposer Fatick, détentrice du trophée, aux 13 autres régions du Sénégal. Tambacounda, Malal Junior Diagne, Radio Futur Média. Malal Junior Diagne, polémique autour de la tenue du combat Bombardier Mbossène. Le CNG de lutte pas officiellement saisi. Le promoteur n'a toujours pas régularisé l'affiche selon Tchernoka, le chargé de communication du CNG. Nous l'écoutons. Il y a 2 choses. La première, c'est que ce combat-là n'existe pas au niveau du CNG. Ça veut dire qu'on n'a pas régularisé ce combat. Donc,
on reporte quelque chose qui a déjà été retenu au niveau calendaire. Donc, il n'y a pas de date qui avait été retenue. Le promoteur avait demandé une première fois le 4 avril, qui avait été accordé. Ensuite, il est revenu pour déplacer ce combat au 21 mai, je crois. Ça n'a pas été organisé. Et puis, au moment où nous parlons, le promoteur et le CNG n'ont jamais signé de papier concernant ce combat. Donc, si le promoteur dit qu'il a reporté, ça n'engage que lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, officiellement, nous n'avons pas été saisis. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et puis on change de discipline, Babacar, pour parler football avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal Senior. Ils se rencontrent au programme ce vendredi. C'est à Salé, au stade municipal précisément. C'est la J Sali qui reçoit Port. D'autres rencontres sont prévues demain donc pour la fin de ces huitièmes de finale. Hier, notez que Tenguet FC, Union Sportive du Rail et Yambar de Sali ont composté leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. On parle rugby à présent avec la Gold Cup Africa. Le Sénégal à la relance. Face à l'Ouganda demain. Ce sera demain à partir de 15h au stade Iba Mar Diop. Les Lions vont tenter de se relancer, comme vous l'avez dit, après avoir concédé une défaite d'entrée le week-end dernier. C'était face au Zimbabwe. Sodeka. Avant la rencontre Sénégal-Ouganda, les capitaines des deux équipes donnent leur avis sur le match. Du côté ougandais, le capitaine estime que même s'ils sont champions d'Afrique du rugby à 7, cette rencontre est tout autre. Brian Odongo. Le jeu du 7 et du 15 sont deux jeux différents. Bien vrai qu'ils ont gagné le 7, mais c'est un jeu totalement différent et ils ne peuvent pas se baser sur les résultats du passé pour dire qu'ils sont favoris. Donc c'est un match qui va se jouer à chance égale et les résultats du passé n'interfèrent pas par rapport à ce match. Pour son homologue sénégalais, impossible de perdre ce match qui, selon lui, doit se jouer comme une finale. Charles Prérandiaï avertit ses coéquipiers. En tant que capitaine, c'est qu'on est à la maison. Ça fait tellement d'années qu'on n'est pas revenu jouer à Dakar. Et en fait, jouer devant nos familles, devant le peuple sénégalais, ça doit nous transcender. Peu importe l'adversaire, on doit gagner. Ça doit nous transcender. On doit gagner. On n'a pas le choix parce que bon, c'est un minute tournoi et pour nous, c'est un minute tournant. C'est-à-dire que si on perd ce match-là, ça va être quasiment difficile de rester dans la poule d'élite. Or, le but du Sénégal, c'est d'exister au niveau, pas de redescendre. Ils sont tous deux confiants à obtenir une victoire. Alors, qui aura la chance d'enregistrer une première victoire dans cette compétition? La réponse ce samedi au stade Iba Mar Diop. Et puis nous terminons, Babacar, avec ce rendez-vous, l'Assemblée générale du Comité national olympique demain, samedi 1er juillet, au stade Léopold Sédar Senghor. L'Assemblée générale sera suivie d'une conférence de presse dans l'après-midi à partir de 16h au Radisson Blu. Cher Tiyan Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Ibrakan, chronique hommage cette semaine. D'abord, Habib Thiam, l'ancien chef du gouvernement du Sénégal. Habib Thiam, zéro faute. Ainsi parla Gaïa quand la question lui fut posée sur Habib Thiam, l'ancien champion d'athlétisme décédé au petit matin de la Korité marquant la fin du Ramadan, était encore en vie et en bonne santé lorsque son Gaïa et celui de ses ancêtres, tous notables réunis, le jugeaient devant le tribunal de l'histoire, bien avant l'heure fatidique. Diw baax na ndax mbokk yaa ko wax. Traduction approximative de l'adage wolof, la bonté d'une personne n'est mieux racontée que par les siens. Témoin du témoignage du Wallo, le journaliste Mamadou Ndiaye est votre serviteur, co-auteur de la biographie Habib Thiam, l'homme d'État. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Habib Thiam? Tout ou presque. L'homme politique, l'homme d'État, l'homme social. Les témoignages depuis l'annonce de son décès ont fait le tour de l'homme. Mais il y a un aspect qui n'a pas été dit, sinon pas assez. C'est Habib Thiam, l'homme économique, si vous permettez l'expression. L'histoire doit retenir que c'est avec Habib Thiam, premier ministre du président Abdou Diouf, au temps du gouvernement dit de majorité présidentielle élargie, marqué par la présence de l'opposant Abdoulaye Wade, que le Sénégal a réalisé son plus grand bond de l'histoire
en matière de croissance économique. De 1991 à 1998, durant les 7 à 8 années de sa présence à l'enfer du 9e étage, ce haut lieu bien connu des premiers ministres sénégalais, le taux de croissance économique était passé de moins 2 à 5%, soit un bond, tenez-vous bien, de 7%. Mais la croissance ne se mange pas, avait-on rétorqué. Certes sans avoir totalement tort, mais non plus sans avoir tout à fait raison et suffisamment mesuré la performance économique. La croissance ne se mangeait pas encore, néanmoins elle avait le mérite d'exister. Le Sénégal renouait ainsi avec une croissance positive après une longue période de croissance négative. Tout n'était pas rose. Pour passer du rouge au vert ou vert orangé, les Sénégalais, notamment les pauvres Gorgorlou, avaient été contraints à serrer la ceinture. En ces années-là, on parlait de plan Sakholoum, beau duo d'argentiers de l'État, inspirateur et exécutant du célèbre plan d'austérité portant leur nom. Plan dur, assurément, mais plan sauveteur d'une économie sénégalaise dans le dur. En ces années-là, on parlait de dévaluation du franc CFA, monnaie héritée de la colonisation française qui fait toujours grand débat. En ces années-là, des entreprises avaient fermé et les travailleurs étaient dans la rue. En ces années-là, des entreprises dont de presse avaient été créées aussi grâce à la mise en place du fonds de promotion économique en dépit de certaines critiques. Jamais auparavant, la PME-PMI n'avait été autant promue. Le FPE, un beau bébé jeté avec l'eau du bain. En ces années-là, les ICS, rejointes par la suite par Sonatel, étaient un fleuron économique. Aujourd'hui encore, qu'on parle beaucoup de croissance économique avec un objectif à terme de 2 chiffres, rappeler Habib Thiam l'économique n'est pas de trop. La prouesse athlétiquement économique ou économiquement athlétique du Premier ministre Thiam est la preuve que l'homme politique doublé d'homme d'État peut parfaitement faire corps avec la culture du résultat économique. Habib Thiam était ce que doit être le politicien moderne. Et que dire de son ultime leçon de vie politique, de vie tout court. Il y a une vie après le pouvoir. Dans la foulée de ces hommages, Mamoudou Ibra Kane, Habib Thiam, mais également Serigne Moustapha Cissé. Babacar, Serigne Moustapha Cissé était également un homme de son temps. Le khalife général de Pire, ce foyer fécond de l'islam et fécondant pour la plupart de nos guides religieux, Serigne Moustapha Cissé, lui aussi disparu quasiment à la fin du mois béni du Ramadan, était une bonne synthèse. Avec lui, l'homme de Dieu était en parfaite symbiose avec le grand diplomate et serviteur de l'État. Et s'il y avait un adepte du dialogue interreligieux, c'était bien lui. Dialogue au sein de la religion musulmane dans un contexte d'islam confrérique du Sénégal, dialogue en dehors, c'est-à-dire entre les religions. Responsable moral de la fraternité musulmane de Pire, faut-il le rappeler, le défunt khalife avait une lecture lucide de sa conviction et de sa responsabilité. Invité en 2010 à un colloque organisé par la Fondation Adenauer sur le thème Enracinement et ouverture, plaidoyer pour un dialogue interreligieux, Serigne Moustapha Cissé disait ceci: le musulman doit avoir une conviction et cependant donner toute sa place à celui qui ne pense pas comme lui. Citant des exemples de dialogue dans le Coran, comme la représentation que le livre saint fait de Jésus, de Moïse et de Marie, le chef religieux rappela un enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus souple. Avec une telle lecture intelligente de l'islam de Serigne Moustapha Cissé et de manière générale de nos guides religieux, il ne saurait y avoir de guerre des religions au Sénégal. Une bonne source d'inspiration pour vivre,
et bien vivre dans un monde agité par la montée de l'intolérance, de toutes les intolérances. Merci beaucoup Mahmoud Ibra Kane. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. RFM, la presse du jour. Revue de presse. Ce programme vous est proposé par Emirates. Oui, la revue de presse de Georges Déthié Diop. La soif à Dakar. La tribune préfère capitale sans eau. L'image à la une du journal est renversante, désolante. De bonnes dames, des filles à la recherche difficile d'eau, avec toutes sortes de récipients dans l'espoir d'avoir une goutte. Un véritable casse-tête. La tribune souligne que des quartiers entiers ont soif et la situation n'a que trop duré. Et vous savez quoi? Et mon confrère l'a bien noté. Devant le calvaire, les autorités n'ont de solution que de présenter leurs excuses tout en essayant de justifier l'insupportable pénurie. Selon le secrétaire d'État à l'hydraulique, Diène Faye, il arrive des moments où la demande en eau est très forte et les débits sont limités. L'eau, un merle blanc par ces temps qui courent. Au même moment, l'on en est à la promotion des énergies renouvelables. L'énergie solaire. Et hier, le chef de l'État a inauguré la centrale de Sinthiou Mékhé. Le quotidien national Le Soleil traite du sujet et rapporte les propos de Macky Sall lors de l'inauguration. Selon le président Sall, cette centrale solaire conforte notre indépendance énergétique. Le journal LAS parle de la centrale de Sinthiou Mékhé en chiffres. 30 mégawatts, 200 000 ménages éclairés, 27 milliards investis, 64 000 plaques solaires sur 64 hectares et 350 personnes qui ont été mobilisées pour la réalisation de la centrale. Le Soleil complète 4% du capital à Meouane et au conseil départemental de Tivavone. À Dakar, c'est le maire Khalifa Sall qui réclame un nouveau jugement. Selon l'observateur, Khalifa Sall ne veut plus de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, car à ses yeux, la juridiction a rendu son arrêt numéro 168 par excès de pouvoir. Du coup, il demande à la Cour suprême de déclarer son pourvoi en cassation recevable, de casser et annuler l'arrêt en question rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, de renvoyer aussi la cause et les partis devant une chambre d'accusation d'une autre cour d'appel. Khalifa Sall en prison, ses partisans préparent la campagne électorale. Vox Populi révèle les choix de Khalifa pour convaincre les électeurs. Son slogan et le thème de campagne sont connus. Vox Pop rapporte que Manko Tahaou Sénégal Dakar a entériné la décision avant-hier lors d'une réunion à la Médina. Le cri de guerre, Ngor contre Khalis. Le message, fidélité et reconnaissance au maire de Dakar. Le scrutin législatif, c'est le 30 juillet prochain. On n'y est pas encore, mais le vote hante le sommeil des acteurs du fait de la profusion de listes. Et ce vendredi, aujourd'hui donc, des concertations sont au menu. Concertations autour du scrutin législatif. La Commission électorale nationale autonome rencontre la classe politique. L'objectif, selon Sud Quotidien, est changer sur les modalités du vote face aux difficultés liées à la pléthore de listes et éventuellement trouver une solution pour faciliter le vote des citoyens. Seulement pour Sud Quotidien, l'exercice est loin d'être aisé pour la Sénat. Elle devra se confronter aux propositions tranchées de certaines coalitions sur la question. Les coalitions justement, les partis aussi, doivent se le tenir pour dit. Le Quotidien apprend que les affiches sont interdites dans la cité religieuse, ce que confirme le journal Enquête. Mais pas que. L'Observateur rapporte une déclaration du porte-parole du Khalife général des Mourides. Déclaration selon laquelle il est interdit de jouer au football, de tenir des cérémonies folkloriques et de se battre dans la ville sainte. Serigne Bass Abdou Khadre a aussi évoqué les derniers incidents au marché Okas de Touba, non sans évoquer la mission régalienne des forces de sécurité dans la cité religieuse. Serigne Bass Abdou Khadre avertit Serigne Touba à la possibilité de faire sortir de la cité religieuse toute personne qui outrepasse les recommandations de l'islam. La sortie du porte-parole du Khalife des Mourides est largement traitée par la presse. Le sujet est d'ailleurs mis en exergue. Enquête parle de la colère de Touba. Pour le journal Le Quotidien, le Khalife publie son eagle et l'Obs évoque la fatwa du Khalife général des Mourides. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Un mot sur la météo au cours de la prochaine nuit. Les services météo du Sénégal annoncent des manifestations pluvio-orageuses dans les régions sud et centre-ouest du pays. Ailleurs, le temps sera passagèrement nuageux. La chaleur humide sera notée sur l'ensemble du pays avec des températures maximales qui seront comprises entre ce que nous allons découvrir tout de suite, quelques problèmes
pour lire cette partie du bulletin météo du jour. On y reviendra plus tard sur cette antenne. Merci de rester fidèle à la radio RFM. Le grand journal, c'est fini. Prochain rendez-vous d'information, 13h sur Nango Nengom. On enchaîne avec le journal du salon, le salon de l'immobilier organisé par le groupe Futur Média en partenariat avec la plateforme des sociétés immobilières du Sénégal. Ça se tient sur la place de l'Indépendance à Dakar, la deuxième journée aujourd'hui. Nos équipes sur place. Présentation, Seydou Nourouba. GFM Entertainment innove et vous présente la première édition du Salon de la plateforme des sociétés immobilières du Sénégal. Bienvenue au journal du Salon de la plateforme des sociétés immobilières du Sénégal. Au deuxième jour, RFM s'est intéressé aux différentes questions que les visiteurs posent aux exposants pour en savoir plus sur l'habitat social ou encore les modalités de construction d'une maison. Aoulidia, responsable de stand d'une entreprise qui s'intéresse à l'étude de sol. Les populations devraient-elles s'y intéresser? Explication. Ça permet de faire des économies parce que d'habitude, les entrepreneurs qui construisent sans faire des études de sol, ils se permettent très souvent de tout surdimensionner. Ils mettent le maximum de fer, le maximum de ciment, le maximum de béton, soi-disant prendre des dispositions. Si vous faites des études de sol, nous on étudie le sol. On prélève les échantillons du sol qu'on amène au laboratoire et derrière il y a des essais, des analyses labo qui se feront. Ensuite il y a tout un travail d'ingénierie qui s'opère. On va préconiser les types de fondations qui sont appropriées dépendamment du sol qu'on a rencontré. Donc là, ça permettra après de savoir exactement la quantité de matériaux dont on a besoin pour la construction. Ça a un coût, mais si vous comparez ce coût-là aux avantages que les études de sol vous offrent, il n'y a pas photo. Ciment, fer et autres matériaux de construction d'une maison, le stand qui expose ce matériel reçoit depuis hier beaucoup plus de chefs d'entreprise et promoteurs immobiliers. La responsable de ce stand espère recevoir avant la fin du salon beaucoup de responsables de famille. Nous l'écoutons. Franchement, ceux qui sont venus, ce sont des responsables de coopératives, des promoteurs, des sociétés de BTP, pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des comptes clients pour pouvoir acheter du ciment. Les visiteurs, les chefs de famille ne sont pas encore arrivés pour le moment. Il n'y en a pas eu beaucoup en tout cas de laisser son travail pour venir. Mais j'espère que le samedi, il y aura beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus de chefs et de mères de famille. Je me dis peut-être que c'est le temps qui leur manque, parce que c'est aux heures de travail. C'est pas facile de laisser son travail pour venir. Mais est-ce que le temps leur permettra de venir faire un tour au salon qui prend fin demain samedi? Pas si sûr. En tous les cas, pour ceux qui travaillent jusqu'à 18h, ils se sont confiés à Damanouch Kaba. Bien que c'est juste à côté, il y en a qui n'ont pas encore eu le temps d'aller faire un tour au salon de l'habitat. Ils sont intéressés, mais leur travail ne leur permet pas de se dérober un instant. Pour une visite, Marie-Madeleine travaille à la chambre de commerce. Malheureusement, c'est le temps qui me manque. Je veux bien, mais c'est le temps qui me manque. Je gère le standard, alors vu les appels, je ne pourrais pas bouger pour venir. Ça nous intéresse. Ça intéresse tout bon Sénégalais. Chaque Sénégalais doit pouvoir avoir un logement quand même. On va voir maintenant ce que vous nous proposez. Boubacar Seydi, lui, est agent au ministère des Affaires étrangères.